Bonjour tout le monde, donc épisode spécial avec invité cette semaine. Donc super chaud cette semaine où est-ce qu'on traite de la voiture autonome. C'est-tu un mythe ou une réalité? En fait, voiture autonome, mais aussi conduite autonome, peu importe le véhicule. On plonge au cœur de ça avec trois invités de premier plan dans le domaine. Les gars de la startup Tessellate Robotics qui sont ici à Québec. On va voir un peu, est-ce que c'est vrai que les voitures autonomes et la conduite autonome est sur le point d'envahir nos routes ou nos sentiers hors route? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on sous-estime les défis technologiques, économiques et réglementaires qui freinent potentiellement l'adoption de ces nouvelles technologies-là? On a trois gars qui savent de quoi ils parlent par rapport à ça. C'était fort intéressant comme discussion avec eux. On va aussi regarder peut-être les défis qui posent, qui sont sur la route par rapport à ce genre de technologie-là, quand on parle notamment de climat canadien, québécois, une bonne vieille tempête de neige avec un véhicule qui se drive tout seul. Bonne chance. Est-ce que c'est demain la veille que ça va fonctionner? On en jase. C'est le genre de questions qui nous brûlaient les lèvres. On voulait savoir un peu ce qui se passait à ce niveau-là. Donc, bref, si vous voulez savoir... c'est bientôt. Vous pourrez faire un petit dodo dans votre voiture pendant qu'elle va vous amener du point A au point B. Ben, on va pouvoir répondre à ça dans cet épisode-là. Alors, on commence ça dès maintenant. Bonne écoute. Salut, Jonathan? La caméra est par là. Ah ouais, c'est ça. Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à Intersection. Yes. Bienvenue à cet épisode extrêmement spécial parce que c'est notre premier épisode avec invité. Donc, on l'avait spoilé un peu il y a quelques semaines déjà. On avait dans le collimateur de commencer à inviter pas des célébrités, mais quasiment au podcast. On va se calmer. On va se calmer. Fait qu'on a de bons invités aujourd'hui. Puis là, on se la joue micro setup cowboy, les amis. Alors, on a deux micros. On va se passer ça. Premièrement, bonjour, Joe. Salut. Effectivement, je dois dire qu'on a une carte SD qui est morte. Fait que ça a un peu challengé notre setup. Puis en bon gars de tech, on n'avait pas de backup. Fait que, on a trouvé un plan B. Fait que, effectivement, oui. Ouais. Bien content de pouvoir enregistrer ça aujourd'hui, puis d'aller un petit peu plus en profond un peu dans ce sujet-là qui anime, je pense, bien des passions, bien des réflexions chez les gens. La conduite autonome, c'est quelque chose là, qui a marqué les imaginaires pas mal. Là, fait que je suis bien cool de pouvoir vous avoir autour de la table pour en parler. Je présente. Oui, c'est pour ça. Je vais présenter nos invités. Ouais. Fait que dans le fond, on a la gang aujourd'hui de Tessellate Robotics. Donc, Pierre Hugo, Simon Pierre et Dominique. En fait, je vais vous laisser vous présenter un peu, puis jaser de la conduite autonome, moi, ça a été naturel. Je vous connais un peu les boys depuis 2 ans, puis je vous vois aller. 3 ans. 3 ans, je pense. 3 ans. 2 ans et demi. Mais moi et Simon, le premier contrat de consultation qu'on faisait, c'était... Oui, c'est vrai. On parle de Barry 3 ans. Deschênes. Exact. Barry Deschênes. Oui, c'est ça. Bref, ça fait un bout qu'on se connaît quand même, puis on a pensé à vous autres directement pour jaser de ce sujet-là. Fait que peut-être les gars, pour notre auditoire international, c'est quoi qui vous êtes, puis vous arrivez de où? Peut-être vous présenter un petit peu, là. Oui, bien sûr. Moi, c'est Dominique. Je suis nouvellement docteur en navigation autonome robuste. Donc, j'ai fait mon doctorat à l'Université Laval. J'ai vraiment étudié un peu l'impact des conditions difficiles, hors route, etc., particulièrement la neige puis l'hiver, sur les algorithmes de navigation autonome. Puis un peu proposer des pistes surtout, puis quelques nouveaux développements pour essayer de les rendre plus fonctionnels dans les environnements comme ceux qu'on a au Canada. Puis plus récemment, avec les gars, on a fondé Tessellate Robotics qui vise à commercialiser, maturer plusieurs des modules technologiques qu'on a développés dans nos études et des nouveaux pour aller avoir un impact, maximiser l'impact qu'on peut avoir avec toute cette belle expertise-là, puis essayer de mobiliser un effort de création d'un pôle d'excellence de robotique au Québec ou au Canada. Très cool. OK. Bonjour, je m'appelle Simon Pierre. Merci de nous recevoir. En passant, c'est vraiment cool. Je suis content d'être là ici ce soir. Donc, de mon côté, j'ai un background un peu plus logiciel. J'ai étudié à l'Université Laval en génie logiciel.
Puis après ça, à la maîtrise, puis au doctorat, je me suis spécialisé avec Dominique en robotique. Moi, ma spécialité, c'est vraiment la perception 3D dans des conditions difficiles. Donc, tous les algorithmes qui vont permettre de se localiser dans l'environnement avec des capteurs LIDAR, on pourra en reparler plus tard. Yes, ouais. C'était ma spécialité de recherche. Puis maintenant, chez Tessellate, je suis responsable du développement de la technologie là-bas. C'est ça. Très cool. Parfait. Merci. Pierre-Hugo? Yes, moi pour commencer, je ne suis pas docteur. C'est ça, je vais être la personne moins intéressante aujourd'hui. Moi, mon côté, mon background, c'est plus chez Tessellate, tout ce qui est développement des affaires, finance, côté administratif. Donc voilà, je suis intéressé justement en lien avec comment concrètement les avancées de la science fondamentale peuvent avoir un impact majeur dans plusieurs problèmes, dans plusieurs marchés. Fait aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'à le mentionner, Dominique et Simon-Pierre sont très humbles, mais au niveau expertise, ils sont vraiment très forts. Donc, c'est pas juste fort ici à Québec, à l'Université Laval, si Ouais. on parle niveau mondial. Donc, ils ont été invités à présenter leurs articles de doctorat à l'ICRA au Japon, qui est la plus grosse conférence de robotique au monde, Ouais. puisque ce qu'ils ont développé, c'est vraiment la fine pointe. Donc, on est chanceux de les avoir, mais tu sais, les sujets qu'ils vont discuter dans l'aviation autonome, c'est pas uniquement une opinion, c'est pas uniquement des gérants d'estrade, c'est vraiment des gens qui sont day-to-day depuis longtemps, depuis quoi, Pas comme 5? toi puis moi. là. Ouais, c'est ça, pas comme toi puis moi. Ouais, non, mais ça enlève rien, là. Mais c'est qu'il y a beaucoup, tu sais, c'est un peu comme l'IA, là, il y a plein de choses qui se disent au travers de tout ça, puis c'est facile de tomber dans c'est ça, dans des grandes idées, des grands concepts, mais là, c'est des gens qui ont fait beaucoup de navigation autonome dans différents contextes, dans différentes expertises. Fait que je tiens quand même à le dire. Donc, ça va être des discussions bien intéressantes. Je vais essayer de juste bien faire valoir des fois des éléments pour être sûr que ça soit accessible, mais qu'ils sont très bons pour vulgariser puis expliquer leur science. Très cool, très cool. Puis c'est un peu ça le nerf de la guerre ce soir ensemble. C'est comme on s'est dit en pré-entrevue, c'est un peu de geeky around, là, tu sais, puis voir un peu c'est quoi la conduite autonome for real. On est, tu sais, en 2025, on est rendu où avec tout ça? Puis qu'est-ce qui est accessible pour vrai, pour monsieur, madame, tout le monde aussi? Fait que, tu sais, votre expertise avec la business que vous faites présentement est super intéressante pour ça. C'était mon petit geste. Vas-y, Joe. Passer son micro, mais tu sais, t'es pas obligé de me passer le live. Tu peux prendre le temps de finir ta question la prochaine fois. Mais j'ai comme envie de starter avec une question parce que Ouais. c'est là qui m'est venu tout de suite en tête. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez spécialisé votre pratique dans la conduite autonome? C'est comme, tu sais, vous êtes jeune, clairement pas mal plus que moi. Qu'est-ce qui fait Pas que tant que ça. vous avez dit, tiens, let's go, je me mets à étudier et je fais un doctorat puis je me spécialise là-dedans? C'est comme ça, je suis curieux. Vraiment une bonne question. De mon côté, en tout cas, ça a commencé, en fait, c'est pas la robotique qui m'attirait particulièrement. En fait, ce que j'aimais, c'était vraiment les problèmes difficiles. Puis, dans le fond, quand j'ai fait mon bac en génie logiciel, mon dernier stage, je l'ai fait dans le laboratoire de robotique de l'Université Laval. Puis, il y en avait en masse. J'en ai vu des problèmes pendant ce stage-là. Je trouvais ça super intéressant, la robotique. Donc, pour moi, ça a été un choix simple de continuer vers là. Puis, il se trouvait que dans le laboratoire de robotique mobile à l'université, c'est surtout de la navigation autonome, le sujet de recherche. Donc, c'est là-dedans que je me suis spécialisé. C'est un domaine tellement fertile, tellement de beaux problèmes à résoudre que j'ai juste un beau terrain de jeu pour moi. Ouais. C'est vrai que Simon, il aime ça, les défis. Il est bon pour régler des défis pas mal rapidement, parce qu'il est meilleur que moi. Moi, dans le fond, ce qui m'a fait virer vers là, disons, je nous remets au niveau du baccalauréat, là, dans le temps. J'avais l'impression d'avoir un peu... J'avais déjà une job de sécurisé dans le domaine médical avec une super belle entreprise. Puis pour moi, c'était comme un peu réglé, là. C'était là que j'allais. Puis à Sherbrooke, on fait beaucoup de stages. Fait qu'il m'en restait un dernier. Puis j'ai dit, je vais en profiter pour aller virer fou puis essayer les domaines de recherche universitaire. Puis ça a donné qu'il y a eu de quoi, là, c'était un nouveau prof qui voulait faire de la recherche sur des véhicules téléguidés dans la neige, là. Puis j'ai dit, regarde, rien à perdre, là. Tu sais, au plus, je vais jouer avec des autos téléguidés pendant 4 mois, puis ça sera ça mon stage. Puis quelque chose que j'aimais, c'était l'idée de maximiser ton impact, puis de
aider les gens dans la société, tu sais, créer quelque chose avec l'ingénierie qui peut vraiment beaucoup aider les gens. Je pense que c'est ça le véhicule motivateur principal. Puis dans le domaine médical, j'avais vu comme quelque chose, mais ça me donnait un peu l'impression que c'était très difficile d'avoir un gros impact dans ce domaine-là parce qu'il y a des énormes barrières au marché. Tandis que dans la robotique mobile, j'ai pris le temps de commencer à étudier ce qui se passait là, puis à regarder un peu l'industrie, puis c'est le Far West, ou du moins dans le temps, là, c'était Ouais. tout nouveau, puis il y a tellement de nouvelles choses à faire. Tu peux donner à quelqu'un qui fait des standards, puis tu vas avoir un impact énorme parce que tu vas un peu accélérer le développement des technologies ou les rendre plus sécuritaires. Puis j'étais comme, il y a tellement de choses à faire. Puis ça m'a surpris, mais j'ai fini par juste poursuivre dans cette voie-là. Au début, je voulais pas faire un doctorat. Je me suis ramassé à poursuivre plus longtemps parce que je voulais voir où est-ce que ça pouvait aller, un peu tout ça. Puis en tout cas, je pense qu'on est très content d'avoir choisi la voie de se spécialiser dans ce domaine-là. Très cool. Moi, je nous lancerais directement dans le vif du sujet, à savoir, tu sais, on en est où aujourd'hui avec être capable d'avoir quelque chose sur 4 roues qui se promène tout seul, là? C'est quoi le portrait actuel des OK. technologies en ce moment? Moi, j'ai une idée. Vas-y. J'ai reviré ta question. Hey, vas-y. C'est quelque chose que je trouve le fun dans les podcasts. C'est un peu le take economy, là. C'est vous, en tant que podcasteur, vous avez vos opinions, vos takes, puis là, Ouais. des fois, vous regardez, ça arrive-tu, ça arrive pas. Ouais. On pourrait faire un mini-jeu de même, puis prendre vos opinions sur où c'est rendu. Puis après ça, nous, on amène où ce que nous, on pense. Comme ça, vous allez pouvoir vous vanter. Là, Ouais. Ou pas. ou pas. Je propose, mais Non, j'insiste pas. Hey, on aime Parce que ça. je trouve que ça vous donne vraiment un raw input de qu'est-ce que vous pensez. Ouais. Probablement que vous avez majoritairement raison, mais ça serait cool d'avoir des petits bouts où on surestime des fois où c'est rendu, là. Ben, moi, je pars beaucoup avec le bout sur les voitures autonomes, où est-ce qu'il y a des espèces de niveaux de conduite autonome. C'est 1 à 5, si je ne me trompe Ouais, pas. Ça Là, part à 0 même. ça part à 0. Fait que 0 à 5, merci. Fait que 5 étant genre, tu t'assois les 2 pieds sur le pouf dans ton char, puis tu t'en vas à Toronto, puis tu fais un dodo tout le long. C'est un peu ça que j'ai cru comprendre, que c'était comme l'Eldorado. C'est le 4, ça? Mais c'est quoi le 5 d'abord? Ouais, dans le fond, si je me trompe pas, le niveau 4, Ouais. la voiture va être autonome sur la majorité des routes, mais ça peut, mais en fait, disons, quand tu choisis ta destination, si c'est en dehors d'une route qui est navigable de façon autonome, Ouais. à un moment donné, il va falloir que tu interviennes. Niveau 5, c'est peu importe la route, peu importe où tu veux aller, la voiture va le faire tout seul. À 100%. Ouais. OK. Donc, niveau 4, tu vas avoir certains inputs de l'humain, mais pas tant. En fait, c'est selon l'endroit où tu veux aller. Si tu veux rester en ville, disons, souvent, niveau 4, ça va être suffisant. La voiture va le faire de façon autonome. À 100%. Ouais. OK. Mais si je veux aller, je sais pas, là, je veux je sais pas, aller dans l'Ouest canadien puis prendre des terrains qui sont hors des sentiers battus un peu, puis là, ça marchera peut-être pas nécessairement, là. Non, c'est ça. Dans ces cas-là, où est-ce que tu as des petites routes ou des choses qui sont un peu plus difficiles à interpréter pour une voiture autonome, là, elle va sûrement te demander d'intervenir. C'est ça. Mais quand c'est elle qui conduit, tu n'as jamais à intervenir. Elle va toujours conduire de façon autonome. OK, parfait. Hiver comme été. Hiver comme été, Ouais. c'est ça. Ben, moi, mon take part beaucoup de là. Joe, veux-tu ajouter? Non, mais je veux entendre. Ben, mon take est là, c'est que l'autonomie de la voiture, c'est un peu comme un rêve. Tu sais, on est très sci-fi, nos deux têtes, moi puis Joe, là, tu sais, on est très future is now. C'est un peu fou tout ce qui se passe présentement, puis on se dirait qu'on vit dans un film de science-fiction qui commence à se développer non-stop avec autant du beau que du mauvais. Mais moi, mon rêve de toute cette conduite autonome, c'est que, bon, on puisse... la voiture, elle nous amène du point A au point B. Le véhicule fait une tâche du point A au point B sans aucune intervention humaine, point barre, mais j'ai comme l'impression qu'on s'approche de ça, ça va de plus en plus vite, mais c'est pas encore... le commun du mortel est encore avec, je sais pas moi, son Pontiac Sunfire, là, 92, là, trouillé, puis il l'amène tout seul à 100%, puis il n'y a pas d'autonomie là-dedans. Là, fait que c'est pas encore super accessible, toute cette affaire-là, là, dans ma tête à moi. Là. Joe, ton tête? Moi, écoute, je suis parti dans ma tête vraiment intensément parce que, tu sais, dans le fond, j'étais en train de réfléchir puis je me disais à quel point le gap entre, là, on parle de voiture autonome, mais de véhicule autonome. Là, on passe ailleurs. Là. On peut penser qu'on est sur quelque chose qui... un véhicule qui mettons, un peu un drone autopilote. On en entend déjà parler, les pilotes, les genres de taxis autonomes aussi, ces trucs-là. Fait que
moi, dans ma tête, c'est un peu là, je dis, je sais pas c'est quoi la perspective actuelle de penser que on travaille très fort sur les voitures actuellement, mais est-ce que dans la courbe, les véhicules, tu sais, dans le fond, les appareils autonomes, disons, qui vont être plus aériens, sont-ils bien loin, tu sais, dans la perspective? Ça, c'est ça qui me faisait réagir dans un premier temps, mais je pense que oui, je pense que le véhicule risque d'être un peu actuellement, pas le véhicule, mais la voiture risque un peu d'être ce qui va jeter peut-être beaucoup de bases. Mais je pense que rapidement, on va se rendre compte peut-être que les infrastructures sont un frein peut-être au développement. Puis, tu sais, on le voit juste d'un point de vue socio-économique. C'est dur d'entretenir des routes, ça coûte cher, c'est problématique. Alors que là, on commence à rêver et à se dire, hey, ben, on a peut-être finalement un avancement technologique qu'on peut combiner avec d'autres. Puis là, on rêve gros dans la science-fiction. Hein. Donc, moi, je suis rendu tout de suite là dans ma tête, mais je me dis, est-ce que justement, c'est loin? Tu sais, est-ce qu'on peut s'imaginer que c'est quelque chose qu'on va voir? Moi, j'ai 45 ans. Ouais. Tu sais, est-ce que je peux vraiment croire que ça va être quelque chose concrètement que je vais voir de mon vivant? Ben, mettons, c'est des bons takes. Hein. C'est intéressant. Je pense que tu peux le voir maintenant si tu prends un billet d'avion pour San Francisco. Ouais, Tu ouais, peux ouais. caler des Waymo autonomes. Ouais. Puis ça doit être assez flyé de voir le volant tourner tout seul. Ouais. Puis toi, t'es assis en arrière. Puis ça doit faire un petit peu peur. Fait qu'il y a des endroits dans le monde où ça fonctionne déjà. Là. Des camions sur le routier, mettons, qui sont quand même bien autonomisés. Je pense que ça prend encore quelqu'un qui est encore dedans. Mais c'est sûr que l'espèce de notion d'autonomie générale, où ce que n'importe quel véhicule, n'importe où, ça va quand même être vraiment compliqué là, à chercher. Puis souvent, c'est quoi la règle? On surestime ce qu'on peut faire dans 5 ans, puis on sous-estime ce qu'on peut faire dans 2 ans. Il y a comme une règle comme ça. Là. OK. Cette règle-là. Fait que peut-être que je Je pense que c'est te l'inverse. complètement la. Ouais, Si on sous-estime ce qu'on peut. On surestime ce qu'on peut faire en 2 ans, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en Ouais. 5 Ah, ans. peut-être. On va la mettre en show notes. Ah! Je peux leur dire, mais ouais, Oh, je ouais. peux compris. Ouais, dis-le donc, là, juste Hey, pour... je vais le dire, je vais me tromper là. Ah. Mais ce qui arrive, c'est qu'on surestime ce qu'on peut faire en 2 ans, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. OK. Comme traduction. OK. Fait que c'est ça. L'autonomie routière, il y a eu énormément de progrès dans les dernières années. Ça origine du fait que on peut vous donner peut-être un petit cours d'histoire sur comment ça s'est passé. Let's go. C'est l'agence de recherche de l'armée américaine, le DARPA, fait que les projets avancés de recherche de l'armée américaine. Il y a quelqu'un qui a eu une méchante bonne idée à l'intérieur de ça. Il a dit à la place, ben, on s'attend à ce que l'autonomie, ça avance beaucoup dans les prochaines années, puis ils ont calé ça avant 2007, là, fait que ça fait quand même un petit bout. Wow. On pense qu'il y a beaucoup de tech qui est rendu là, les ordinateurs prennent en puissance, les caméras coûtent pas cher, il y a sûrement moyen de conduire des véhicules de manière autonome. Ils sont capables d'envoyer des sondes sur Mars, sont capables de faire déjà des bonnes choses. Puis on dit qu'à la place d'investir des milliards de dollars en développement à l'interne, ben, ils ont créé une compétition où ce que pour beaucoup moins d'argent, ils mettaient des prix. Mais même si beaucoup moins d'argent pour le DARPA, c'est beaucoup d'argent pour des entités comme des universités partout dans le monde. Puis ils ont lancé les défis pour développer des technologies ou dire est-ce que vous êtes capable de traverser un désert aux États-Unis de manière complètement autonome sur 250 km? On n'a rien à perdre, mais on verra si vous vous rendez. Puis si vous vous rendez, vous allez faire beaucoup d'argent, mettons. Puis là, il y a beaucoup d'équipes qui sont allées, ils s'est installé des tentes, ils lançaient les robots. 250 km. C'était vraiment long. C'est au long, début, là. ouais. Ça a commencé fort. C'était comme basé sur GPS, mais ton GPS n'était pas assez précis tout le long. Fait qu'il fallait que tu ailles un système sur lequel de lire est-ce que le chemin est traversable ou pas. Ouais. Fait que souvent, c'était GPS plus vision qui permettait au véhicule de naviguer. Puis il n'y a personne qui a gagné, mais il y a du monde qui se sont rendus extrêmement loin. Ils ont dit, OK, tu sais, on a la preuve de vie, là, il y a moyen de faire de quoi. Puis ils ont commencé juste à lancer compétition par-dessus compétition jusqu'à... Tu sais, nous, quand on a fait nos doctorats, on a participé à une qui était en 2020, là, 2021. Donc, ils ont juste continué, puis ça a fait avancer les technologies massivement parce que tous les meilleurs chercheurs au monde se cassaient la tête sur ce problème-là. Ça a créé beaucoup d'attention, il y a eu beaucoup d'investissements. Puis au travers de ça, il y a de la technologie qui a été développée qui laissait croire qu'on était capable enfin de conduire des véhicules. Puis ça, c'était être capable de positionner le véhicule puis cartographier l'environnement en même temps. Fait qu'ils ont appelé ça le problème du Simultaneous Localization and Mapping. Ils ont vu qu'ils étaient capables de régler ça, puis ils ont dit, OK, avec ça,
on est capable de faire de l'autonomie. Puis là, il y a un gros hype qui est arrivé, il y a de l'investissement, hein, comme vraiment, vraiment beaucoup d'investissement qui a été dans ces startups-là, qui faisaient la promesse de nous, on est allé, on a compétitionné au DARPA Challenge, on est les bonnes personnes pour développer cette tech-là. Puis ouais, il y a plus de l'argent sur ces gens-là, ils ont fondé ça. Ils ont fait beaucoup, beaucoup d'avancements, puis honnêtement, des accomplissements vraiment impressionnants. Là, tu sais, ils ont réussi à faire de l'autonomie à Pittsburgh, à San Francisco, en Arizona. Par contre, le défi est vraiment, vraiment difficile. Fait que ça a comme été un mur où ce que l'avancement de la tech n'a pas nécessairement suivi l'investissement d'argent qui était nécessaire pour amener ça à bon port dans les routes. Puis là, j'ai parlé beaucoup, mais je peux laisser Simon essayer d'expliquer, mettons, le niveau de complexité de ce défi-là. Ouais, ouais. Effectivement, là, tu sais, je pense ça aurait été plus simple, mais là, peut-être que le marché était pas prêt pour ça, là. Ça aurait été plus simple de commencer dans le domaine hors route parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes. Entre autres, un exemple simple, une voiture qui se promène sur l'autoroute, si jamais elle sait pas comment réagir, elle peut pas s'arrêter. Sinon, elle va causer un accident. Donc, être capable de gérer une voiture, il faut toujours qu'elle soit en mouvement. Premièrement, ça, c'est déjà très difficile. Aussi, n'importe quoi peut arriver, tu sais. Je pense qu'on a tous déjà vu des images de juste un sac de papier qui vole devant une voiture, puis là, la voiture, elle sait pas comment réagir. Ouais. T'as beau essayer de prévoir tout ce qui va arriver, jamais tu pourras prévoir tout ce qui se peut. Donc, tout ça, ça rend la navigation autonome, surtout dans le routier, là, très difficile. Fait que mais par contre, tous les investissements qu'il y a eu là-dedans, toute la bulle des véhicules autonomes, ça avait vraiment fait avancer les choses. On le voit d'ailleurs, comme Dominique mentionnait tantôt, là, avec Waymo, qui maintenant ont des taxis autonomes à San Francisco, c'est ça? Ouais. Donc, ça a vraiment bien avancé depuis ce temps-là. Mais il reste encore des défis à résoudre, c'est sûr. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Non. Puis, un autre élément, c'est, tu sais, quand tu es sur le domaine routier, il faut que tu offres des garanties de performance. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de montrer que ton véhicule 99,9999, puis là, j'oublie le nombre de 9, mais ils appellent ça la courbe des 9. Là. Ouais. Fait que ça commence à coûter cher à un moment donné, ton 8e 9 après la virgule. Là, tu sais. Mais c'est ça que ça prend parce que c'est un domaine qui est ultra contrôlé, qui est ultra normé. Tu sais, je vous fais un parallèle avec le domaine médical quand je parlais au début. C'est très difficile de prouver que ton véhicule est capable de faire ça constamment. Puis, dans le fond, ça prend un degré de supervision tant que tu n'es pas capable de le prouver. Fait que ça prend des experts qui vont superviser un peu ta flotte de véhicules, s'assurer que tout est beau. Puis même si c'est hyper... Ben, en fait, on va tout donner le crédit à Waymo pour être capable d'envoyer des flottes de véhicules autonomes dans une ville comme ça doit tellement être complexe. Mais le ratio de personnes par véhicule, c'est quelque chose comme 1,7 aux dernières nouvelles que j'ai eues. Fait que ça prend encore, puis c'est souvent ça, ces technologies-là, ça prend beaucoup d'experts pour les faire fonctionner en continu. Mais tu sais, après ça, si tu compares ça à, disons, un chauffeur de taxi typique, si tu comptes tout le temps qu'il passe à attendre les courses puis à offrir ce service-là, même s'il n'y a pas de demande à ce moment-là, bien, son coût pour la société est quand même moins élevé qu'une équipe d'experts qui va superviser toute la flotte de Waymo. Ouais. Fait que pour être capable d'aller chercher les retours sur investissement, soit il faut qu'ils diminuent le monde qui vont superviser leur flotte, mais ça va être difficile, là, de la courbe des 9, là, de continuer à faire descendre ça. Soit ils scalent ça, disons, sur une très grosse géographie avec une vraiment grosse flotte de véhicules en gardant le plus possible le même nombre de personnes. Puis là, ben, stay tuned, on verra qu'est-ce qui... Parce que visiblement, il y a des gens chez Google qui y croient et qui font continuer à avancer ça. Amazon aussi ont leur compagnie, là, Zoox, qui fonctionne très bien. Fait que c'est ça. C'est un défi extrêmement difficile à scaler comme modèle d'affaires parce que ça coûte tellement cher en ce moment en expertise puis en cerveau à faire rouler puis en développement que je pense que c'est un beau défi là, à contrer, mettons, ce qui existe déjà. Là. Dans le domaine de la recherche, êtes-vous en constant contact avec un peu tout ce qui sort dans le domaine de la conduite autonome? Tu sais, j'ose imaginer que tout ce qui sort comme research paper, vous êtes un peu à l'affût de ça. Comment ça se passe, là, l'espèce de communauté internationale qui développe un peu les mêmes affaires que vous autres? Ouais. Ben, c'est une super bonne question. Oui, ben effectivement, là, tu sais, moi, personnellement, j'ai pas encore terminé mon doctorat. Là. Je suis vers la fin, mais j'ai pas encore terminé. Fait que j'ai pas le choix de me garder à jour un peu sur la littérature sur le sujet. Puis je dirais qu'en ce moment, tu sais, il y a toujours
un gap là, entre la recherche scientifique et ce qui est vraiment sur le marché. Mais en ce moment, en recherche scientifique, on est rendu, je dirais, à l'étape de les edge cases. Donc, vraiment les cas très spécifiques qui vont faire échouer les algorithmes de navigation autonome. Essayer de rendre la navigation autonome robuste à ces cas-là. Je pense qu'on est rendu là. Dans le domaine scientifique, je pense qu'on considère que la navigation autonome, pour la majorité des cas d'utilisation normaux, sont réglés. OK. Ouais. Donc, c'est quand même cool à savoir. Maintenant qu'il y a un gap, ben, on peut s'attendre à ce que dans quelques années, ce même niveau de robustesse-là se rende dans des produits commerciaux. Mhm. Donc, c'est ça. Très cool. OK. Ben, content de voir que je me doutais un peu de la réponse, mais que cette espèce de communauté-là travaille de pair pour s'assurer que tout le monde, on se monte vers le haut, puis que tout le monde se jase un peu, puis on est au courant de tout ce qui sort rapidement. Là. Fait que c'est un bon truc. Là. Je pense qu'il y a du bon, mais il y a aussi certaines communautés desquelles on peut apprendre. Là. Tu sais, par exemple, la communauté de l'AI, il y a énormément d'open source, puis quand tu publies un paper, le standard, c'est de le rendre vraiment facile à utiliser. Fait que souvent, tu vas implémenter ça dans des grosses librairies qui sont reconnues. Fait qu'il y a comme beaucoup plus de transparence dans ce domaine-là. Tandis que dans le domaine de la robotique, c'est encore très industriel puis protégé par le secret industriel. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas non plus accès à vraiment tout ce qui se passe. Puis il y a certaines des compagnies qui vont limiter un peu les publications ou de montrer les avancées qu'ils font parce qu'ils veulent le mettre à l'intérieur de leur système puis ils veulent que personne ait accès à ça. Ce qui est correct, là, c'est des stratégies d'entreprise. Maintenant, on comprend beaucoup mieux ça. Mhm. Mais il y a peut-être quand même un effort de open source qui aurait facilité ou accéléré les développements de l'autonomie. Ou ce que si tout le monde s'était mis en arrière comme un peu le pari de Facebook de mettre ça open source, c'est dans un de vos podcasts que vous avez expliqué ça. Ça a tellement fait accélérer, puis même dans les plus grands gagnants, c'est les gros joueurs qui mettent ça open source. Ça aurait peut-être permis d'accélérer ou de se rendre plus loin là, qu'on est maintenant, parce que tout le monde se serait mis sur un même pipeline, parce que le problème il est vraiment complexe. Hey, j'imagine. Là. Ouais, puis tu sais, il y a des équipes surspécialisées, de centaines de milliers d'ingénieurs qui travaillent sur ces problèmes-là, sur des petits morceaux. Puis ils voudraient rien d'autre que pouvoir parler à quelqu'un d'autre qui comprend les mêmes problèmes, mais je pense pas qu'il y a beaucoup d'échanges, ou du moins peut-être il pourrait en avoir plus comme dans le domaine de l'IA. Ouais. Fait que je pense qu'il y a toujours moyen de s'améliorer puis d'être plus transparent puis de stimuler la collaboration là, dans ces domaines-là. Ça, je t'ai déjà. Bon, je faisais ça apparemment, un comparatif dans ma tête. J'ai dit, tu sais, dans le fond, vous vivez un peu votre moment Oppenheimer, là, à savoir que, tu sais, ben, c'est le comparatif qui est gros, là. mais ça reste que c'est un peu ça, tu sais, comme dans toute révolution technologique ou révolution industrielle ou quoi que ce soit, ben, tout le monde travaille en mode stealth parce qu'effectivement, tu sais, ils se disent, bon, ben, tu sais, je veux garder cet avantage-là concurrentiel pour moi. Fait que, alors où on se parle, tu sais, il y a des avancées qui se font, puis on le sait pas vraiment, puis à un moment, on va découvrir que, hey, OK, telle compagnie a développé ça, puis ça change la game complètement. D'ailleurs, puis c'est un peu, si tu permets, j'ai une question par rapport à ça, puis j'étais curieux de vous entendre parce que, tu sais, le LIDAR, tu sais, on l'a évoqué, on l'a nommé tantôt. Premièrement, ça vient de Québec, right? Ah, c'est une bonne question. Ben, à Québec, il y a la compagnie LEDARTech. LEDARTech, exact. Ouais. Il y a beaucoup c'est pas la première fois que j'entends ça, mais non, c'est pas eux qui ont inventé ça. Eux, ils ont avant, ils se spécialisaient dans les capteurs LIDAR. Ouais. Maintenant, je pense qu'ils sont plus côté algorithme. Mais en fait, les premiers LIDAR 3D, c'est Dominique en parlait tantôt, la compétition d'ARPA là, en 2007, le Grand Challenge, je pense. C'est là que les premiers LIDAR 3D sont nés. Là. C'est une compagnie de subwoofers qui se sont dit on va prendre des LIDAR 2D, on va les mettre sur une genre de plaque tournante, puis ils vont scanner l'environnement puis faire un nuage de points 3D. Mais voyons, toi. Ouais. C'est hot. C'est On va développer ça dans le désert. Ah, c'est vrai, moi, j'étais persuadé que dans ma tête, j'avais entendu parler de LEDARTech, je les ai tout le temps vus dans ce créneau-là, puis dans ma tête, j'ai fait l'association que c'était eux qui étaient derrière cette tech-là. Oui, ben, ça veut dire qu'ils ont bien fait de leur marketing. Totalement. Parce qu'en fait, mon point, c'était, je me disais, ben, c'est eux qui ont fait ça, j'étais curieux de savoir, ben, c'est quoi l'impact que cette technologie-là a eu, mais dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'elle est là depuis le début. Là. Elle fait partie du projet initial de recherche, d'expérimentation qu'il y a eu dans le désert. Puis c'est à partir de là que se sont dit, OK, ben ça, clairement, c'est quelque chose qui va être central dans l'évolution. Oui, ben disons, eux, ils ont fait un gros pari sur le LIDAR. Ils ont fait c'est pari sur une révolution, un changement de paradigme sur les types de LIDAR qui allaient être utilisés pour éventuellement aller chercher beaucoup de performance à vraiment pas beaucoup de prix.
parce que c'est une autre affaire que tu as besoin dans le domaine automobile. Là, tes capteurs peuvent pas te coûter 5 000 par parce qu'imagine le coût des réparations après. Fait eux, il y avait comme un pari qui s'en allait vers là. Puis ils ont poussé ça, mais ils ont pivoté récemment vers le côté algorithmique parce qu'ils voyaient plus de pertinence dans la perception, du moins de notre compréhension externe du projet. Pour l'audience, que le mot leader, ça n'a rien à voir, ils ne savent pas pantoute. Là, c'est quoi un leader, les gars? Je vais vous expliquer. Ouais, super bonne question. Dans le fond, les lidars, c'est basé sur le laser. Donc, le laser, c'est une onde électromagnétique qui voyage à la vitesse de la lumière. Si tu envoies ton laser, un pulse laser, dans une direction donnée, puis tu calcules le temps que ça prend au pulse laser à rebondir sur une surface puis revenir à toi, tu connais la vitesse. Donc, en mesurant le temps, tu es capable de mesurer la distance de la surface qui a été frappée par ton laser. Si tu répètes cette opération-là des milliers de fois par seconde, moi je parle des lidars mécaniques en ce moment. Là. Donc, les lidars mécaniques, tu t'envoies des pulses dans différentes directions. Puis, en faisant le tour comme ça sur 360, tu es capable de faire un scan 3D. Puis ça, ça produit ce qu'on appelle des nuages de points. Fait que le lidar, dans le fond, c'est quand on voit les fameuses voitures là, avec l'espèce de truc on top là, qui a l'air rotatif. Là. Ouais. Donc, c'est à cause de ça. Effectivement. Fait que ça, c'est des lidars 3D parce que, c'est ça, les lidars 2D, c'est un laser qui tourne. Les lidars 3D, c'est plusieurs lasers qui sont dans différentes orientations qui vont tourner, puis ça va te créer un scan 3D. Puis là, souvent, ce que les véhicules autonomes vont faire, c'est qu'ils vont assembler ces scans 3D-là ensemble pour se construire une carte de l'environnement, puis se localiser dans cette carte-là. C'est absolument nécessaire. Il y a certaines compagnies comme Tesla qui, eux, se basent juste sur les caméras. Mais c'est vraiment nécessaire d'avoir une façon de se localiser dans l'environnement parce que le signal GPS n'est pas assez fiable pour se fier juste sur ça pour naviguer, disons, en ville ou des choses comme ça. Fait que le véhicule doit être capable de, même si le GPS est offline, plus accessible, doit être capable de piger où il est dans le monde, puis piger la direction, puis en fait, piger son endroit où il est, puis la direction où il s'en va. Là. Exact. Ça peut se faire avec des caméras, avec des lidars, différents capteurs, mais ça prend une façon. Parce que souvent, on a tendance à surestimer la qualité du signal, pas la qualité du signal, mais la précision que les GPS nous donnent. Là. À surestimer? Ouais, on se dit, hey, je mets ça sur Google ou Waze, là, puis Google Maps, là, c'est tellement cool, là, mais toi, non, t'es comme... C'est que Google fait plusieurs hypothèses, pas Google, mais nos téléphones, là, quand on les utilise comme GPS, vont faire plusieurs hypothèses et ils savent que tu te déplaces probablement sur la route. Fait que même si ta mesure te dit que tu es à côté de la route, eux, ils ramènent la mesure sur la route. Ouais. Tu sais, je pense que dans un cellulaire, les GPS là-dedans, c'est précis à 5 mètres près. On s'entend, quand tu veux contrôler une voiture... 5 mètres près, tu t'écrases la petite madame qui traverse. Là, tout ce qui est à côté. C'est ça. Ouais. C'est un peu morbide ce soir, mais bon, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, ça prend de quoi de hyper précis. Là. Exact. Donc, c'est pour ça. Il y a certains cas où il y a moyen d'augmenter la précision du GPS, mais c'est dans certains cas très spécifiques. En ville, le signal GPS va souvent rebondir sur les édifices. Ça va faire du multipath qu'on appelle. Donc, ça aussi, ça va te créer une erreur. Il y a plein de sources d'erreurs quand tu utilises des GPS qui rendent ça complètement inutilisable pour naviguer de façon robuste. Fait que là, est-ce qu'on est, dans le fond, sur la nouvelle course à la prochaine technologie qui va venir s'ajouter à celles qui sont déjà existantes pour corriger ce qui reste à corriger? C'est une super bonne question. Souvent, on voit une petite guerre entre les lidars, les caméras, de plus en plus les radars aussi de navigation. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le futur, là, la solution qui va être la meilleure, ça va être une combinaison de toutes ces capteurs-là mis ensemble. Ouais. OK. Ça va être ça le plus robuste. C'était un peu ça ma question, c'est au niveau des véhicules autonomes. Donc, c'est quoi la meilleure techno pour le faire? Mais là, toi, ton educated guess, là, c'est que d'après moi, ça va être un merveilleux mix des trois, vraiment bien ingénié. Oui. Là, c'est sûr que moi, je prends en compte surtout la robustesse des algorithmes. C'est sûr que là, si tu prends en compte le coût, peut-être qu'il y a certains capteurs qui sont à prioriser sur d'autres, mais c'est mon avis. Là, as-tu quelque chose? Non, c'est bon, c'est très bien répondu. Tu parles de robustesse des algorithmes. Là, regarde, j'ai mon Google ici, le Google Pixel 8, là, qui date d'1 an à peu près. Là, puis ils mettent
par défaut, ils vont pas mettre top of the edge matériel là-dessus. Il y a du bon matériel, mais tu peux avoir des cellulaires qui valent 2 fois le prix. Mais ils se basent sur un algo qui est vraiment. Ils misent énormément sur les algos pour pallier à du hardware qui est un peu de plus basse qualité, là. Fait qu'on on parle un petit peu de ça ici aussi, là, j'ai l'impression. Effectivement, surtout pour les caméras, là, je pense que même chose pour les caméras, là, des petites caméras comme ça, comme dans les cellulaires, ça vaut quelques dollars, tandis que ça prend quasiment des aussi bonnes photos que des appareils professionnels. Oui, c'est ça. Donc, ouais, effectivement, il y a aussi moyen d'augmenter en utilisant quelques trucs de signal processing, là, de la qualité des mesures qui sont prises. Mais il reste qu'il y a quand même une limite minimale, disons pour les voitures autonomes, là. Ouais. Ça prend un minimum de qualité dans les mesures. Mettons qu'on geek around, là. Tu sais, de notre vivant, là, on va se rendre où avec tout ça? Selon vous, là? Hey, là, on sort notre boule de cristal à côté, là, vraiment. Là. Mais tu sais, on va se rendre jusqu'où? On va voir quoi dans les prochaines décennies qui s'en viennent, selon vous? Là? Ben, c'est sûr que tu parles à des gars qui sont en train de faire un pari actif sur que ça s'en vient. Vous êtes biaisé un peu, mais quand même, allons-y. Là. Ben, nous, depuis notre arrivée au laboratoire, on a toujours eu l'opinion que le vrai retour sur investissement ou la vraie valeur qui est créée avec cette technologie-là, c'est pas dans le domaine routier, c'est dans tous les domaines qui peuvent bénéficier de quasiment la même technologie, mais éloigné où tu as besoin d'avoir une présence dans un environnement critique, potentiellement dangereux, potentiellement des tâches répétitives, des tâches salissantes. Fait que dans d'autres domaines où typiquement tu as besoin de naviguer, mais hors route, disons. L'inspection de frontières, c'est un bon exemple. L'inspection de frontières, tu sais, c'est très d'actualité là, avec les nouvelles qu'on a entendues. Ben nous, quand on a regardé ça, on a dit crime, il y a un très bon potentiel éventuellement d'offrir de la présence au Canada, d'offrir la capacité au Canada en fonction des besoins du pays d'à côté, puis d'essayer de suivre un peu les demandes qui sont très, très, très intenses. Allez, On dirait, là, on rouvre le côté politique, là, puis là, je vois Joe qui dit, d'après moi... t'as rougi. Vas-y. Non, j'avais rien à dire, ça me faisait juste sourire parce qu'on se permettait pas de dire les Américains et Donald Trump. Alors que, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. T'as bien raison. Mais du moins, ça, c'est un des use cases, c'est de l'inspection d'infrastructures potentiellement énergétiques là, qui sont souvent très éloignées. Puis souvent, c'est comme une combinaison de facteurs qu'on voit, comme par exemple des infrastructures énergétiques au Québec, ben, combiné au fait qu'il y a de plus en plus de feux de forêt, c'est très compliqué d'envoyer des gens pour générer une présence là en cas de catastrophe. Mais tu n'as quand même pas le choix d'envoyer des gens regarder parce que s'il y a un bris, s'il y a un shutdown d'un barrage, de un, le bris peut être catastrophique pour l'environnement autour. De deux, le grid électrique qui arrête de marcher, ben, on est rendu quand même trop dépendant un peu de ça en ce moment pour se permettre ça, là, que ce soit le domaine de la santé, dans nos vies personnelles. Donc, nous, le pari qu'on fait, c'est qu'éventuellement, disons, dans les 5 à 10 prochaines années, il va y avoir une explosion de présence de robots. On va pas dire complètement autonomes, mais on va appeler ça semi-autonome, ou ce qui sont capables d'être autonomes sur des relativement longues distances. Mais il va toujours avoir un humain qui va être délocalisé puis qui va un peu superviser la flotte de robots. Fait qu'imaginons, Simon, tu travailles chez Hydro-Québec, ben, t'es à Montréal puis t'es capable d'avoir un visuel sur une infrastructure, potentiellement. Fait que ce serait le genre de, nous, ce qu'on pense qui va avoir de plus en plus de présence dans les prochaines années, dans plusieurs industries. Puis ce qu'on regarde, c'est des industries locales qui sont assez fortes puis innovantes à l'international, là. Fait que, tu sais, on peut les nommer. Mais... Vas-y, BH. Mais vas-y ta question. Non, c'est correct, je veux pas briser. OK, mais le rythme. pour revenir à ta question de boule de cristal dans 10 ans, moi, de mon côté, je vais peut-être te parler plus des barrières à l'entrée. Tu sais, si on reste dans les voitures autonomes sur route dans toutes les conditions, tu sais, je pense qu'on le voit, la tech avance vite, Très avance bien, mais il y a aussi d'autres choses dans la société que la technologie. Puis tu sais, ça, c'est aussi un peu mon rôle, c'est de comprendre comment qu'on fait pour prendre la belle tech puis de l'amener pour que ça soit réellement utile, soit pour un opérateur, un utilisateur ou quoi que ce soit. Puis tu sais, une des premières choses qui vient, c'est les compagnies d'assurance. Tu sais, si on dit, hey, j'ai une voiture électrique, pas électrique, pardon, une voiture 100% autonome, qui t'assure? Toyota qui te l'a vendu, le conducteur, mais qui conduit pas, qui est responsable, tu sais, fait que Ouais. ça va changer drastiquement. En fait, il va falloir que
drastiquement, il y a des paradigmes qui changent parce que, tu sais, on va dire Waymo, c'est une compagnie de taxi en Californie qui est une entreprise, une société qui est très avancée au niveau de l'innovation. On arrive, mettons, au Québec, quand on fait des choses bien, on fait des choses des fois peut-être un peu compliquées, mais quand même, tu sais, on arrive, puis là, il y a une compagnie américaine qui va probablement falloir qu'elle assure son utilisateur final parce que c'est qui va le backer. Tu sais, ça change tellement de choses que c'est pas juste la capacité technologique, mais après, c'est de dire aussi, tu sais, là, ça, c'est le facteur, on dit assurance, mais autre aussi, sabotage. Tu sais, si on arrive, puis là, ben, hey, tu sais, on a tout un peu le même réflexe. Tu achètes une nouvelle tech, tu essaies de la faire planter. Tu sais, comment faire en sorte que ça marche pas, là. Puis là, ben, c'est de pousser un peu plus loin, puis là, ben, ça amène des erreurs. Tu sais, dire, hey, la voiture est autonome, mais c'est pas être autonome, je tire une chaise en avant, pouf, pète le char. Tu sais, ou créer des cas d'échecs qui sont clairement créés par l'homme, ben, ça va arriver, là. Puis quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Qui devient, on va dire. Responsable. Exactement. Fait qu'il y a aussi tout ça en parallèle. Là, fait que, puis là, si je parle maintenant sur route, en route aussi, ben comment. Tu sais, nous, on dit, on offre des outils aux travailleurs. On ne remplace pas les travailleurs. Tu sais, on fait les choses que ce soit dangereux, répétitif ou que personne ne veut faire. Fait que là, c'est là que c'est pertinent. Mais après ça, si on revient à la voiture full autonome, tu sais, il y a une liste d'éléments qu'on peut sortir qui dit, OK, la tech, même si ça prouve qu'elle marche 100% bien, été comme hiver, dans la boîte, chemin de la CEPAC, encore là, est-ce qu'on va avoir le droit de l'utiliser? C'est tout ça qui va, on va dire, évoluer dans le temps puis qui va probablement freiner ben de la tech parce qu'après ça, si ta tech, ça coûte cher l'amener là, mais si la compagnie, elle l'amène là, mais pas de la vendre, elle ne l'amènera pas là. Elle ne payera pas les dollars d'extra, puis les derniers milestones sont les plus chers. Les dernières étapes de développement sont souvent les plus dispendieuses. Fait que tu as un coût après, tu as un retour sur investissement. Cette étape-là, je la finance-tu? Parce que si je ne suis même pas capable de le faire utiliser par mon utilisateur final, ben non, good enough, on reste avec ce qu'on a en ce moment, puis on a du gros adaptatif. Fait que c'est ça qui devient un peu le party crasher de on se plonge dans 10 ans, puis ça, c'est le trippant. Mais il y a beaucoup de choses au niveau technologique, c'est plus le contexte global, le contexte social qui va freiner, on va dire, une adoption pour mauvais, mais bon côté aussi. Là, ça amène une certaine cohésion aussi. Là. C'est le frein, moi, comme consommateur, je le vis déjà. J'ai un véhicule électrique, j'ai un Hyundai. En 2020, j'ai eu la première version de la Ioniq. Félicitations. Fait que j'avais des capteurs, j'avais de la conduite semi-assistée, etc. Puis j'ai changé. Je suis rendu 2024, j'ai la Ioniq 2024. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, crème, il me semble que mon cruise control, mon système est moins performant que ma 2020. Fait que là, je me suis questionné, est-ce que c'est parce qu'ils ont été cheap puis qu'ils ont dit, on va mettre moins de tech? Mais non, pour me rendre compte que c'est une question d'assurance. Que les assureurs, dans le fond, puis Hyundai, évidemment, travaillent avec des assureurs, puis doivent gérer la possibilité que si tu as un accident en mode semi-autonome, ben, ils ont une partie potentielle de responsabilité qui peut se retourner contre eux. Donc, vont avoir un trigger beaucoup plus sensible. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui peut apporter une petite difficulté supplémentaire, au lieu de persister, va tout simplement dire, OK, j'enlève le système, débrouille-toi en mode full manuel maintenant. T'es responsable, c'est plus moi. Exact. Donc, tu vois, ça veut dire que déjà, le frein, il est existant parce que les assureurs sont en mode, ouais, mais là, on gère ça comment? Fait que, très intéressant. J'avais une question. Ouais, mais je l'ai assez, donc je pense que tu avais quelque chose à dire. Oh, c'est correct. Pas de trouble. La question que j'avais, c'est, on parle de véhicules, on parle de mettons 4 roues, etc., possibilité de se déplacer, mais le robot humanoïde, la robotique en général, parce que inévitablement, vous êtes là-dedans, est-ce que le robot humanoïde risque de percer le marché plus vite que le véhicule autonome? C'est une super bonne question. Les humanoïdes, je pense surtout en Amérique du Nord, puis potentiellement en Europe, ça a peut-être moins bonne presse que les robots à roues. Là. Je pense surtout les films à Hollywood n'ont peut-être pas aidé là, tout ça. Là. Je pense qu'en Asie, ils sont un peu plus utilisés. Mais je dirais, en tout cas, c'est quand même c'est très complexe un robot humanoïde. Là. Il y a des vingtaines de moteurs là-dedans. Et, ça essaie de répliquer l'humain. Puis on s'en rend pas compte, mais on est extrêmement complexe. Un robot à roues, c'est pas autant compliqué. Là, c'est 1 ou 2 moteurs. En fait, 2 moteurs la plupart du temps. Puis avec ça, tu es capable de te déplacer où tu veux.
C'est juste que l'avantage des robots humanoïdes, c'est que, étant donné que l'environnement dans lequel on vit a été designé pour nous, ben, eux, vu qu'ils nous ressemblent, ben, ils sont capables d'ouvrir des portes, ils sont capables de monter des escaliers, des choses comme ça. Euh, Par contre, est-ce qu'ils vont être utilisés prochainement? J'ai pas l'impression. Je pense pas. Je pense que c'est trop complexe pour l'instant pour l'utilisation qu'on en ferait. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Dom. Je voyais que tu avais l'air d'avoir une. Ben, je raisonne sur ce que tu viens de dire à la fin. Tu dis, je pense que c'est pas pour tout de suite qu'un robot humanoïde super autant complet que ce qu'un humain peut être. Là, tu sais. Fait qu'on va essayer de s'approcher d'eux, mais c'est pas demain la veille que ça va agir autant à 100% qu'un humain. C'est un peu ce que tu dis. Là. Ouais. OK. Mais même 50% qu'un humain, Ouais. c'est pas demain la veille. Ouais. Marcher puis courir, c'est deux problèmes totalement distincts puis pas mal plus complexes de courir que de marcher. Mais en même temps, on se fait splasher le chien jaune, là. Spot, mais la compagnie, c'est Boston Dynamics. Boston Dynamics de ce monde. Puis la compagnie asiatique, je sais pas si c'est chinois, japonais, Unitree. qui a fait un rip-off, là, qui est comme genre pour une fraction de bouchée de pain du prix de l'autre, fait 100 fois mieux. Puis là, tu le vois qu'un gun dévaler une pente aussi. Puis... fait que là, tu te dis, crème, ça va vite. Fait que ça va aller vite faire un robot humanoïde. Mais là, c'est pas encore là, un petit chien qui se promène, c'est comme 4 moteurs aux 4 pattes, puis quelques petites fonctionnalités, mais c'est jamais aussi complexe que dire Peter, humain, fais-moi la vaisselle, tu sais, fais-moi la vaisselle. C'est pas la même affaire, là, ultimement. Tu sais, il y a tellement de problèmes sous-jacents. Tu sais, ton humanoïde, il doit avoir toute la source de puissance que ça te permet d'opérer, mettons, ton système de calcul, tes capteurs, tous tes actionneurs dans tes joints. Tu sais, c'est quand même un peu une merveille de la nature, là, le corps humain. Là. Fait que qu'on essaie de refaire ça, c'est exceptionnel qu'on soit capable de donner l'impression aux gens qu'on arrive vers là. Mais c'est souvent des vraiment bons vidéos, mais quand tu arrives à déployer ça dans le vrai monde, avec toutes les 1000 edge cases qui peuvent arriver, c'est là que tu vois le vrai degré de la complexité. Fait que, tu sais, je vous ramène un peu à tantôt, la courbe des 9, mais elle est vraie pour toutes les techs. Là. Fait que c'est la même chose pour le robot humanoïde. Puis souvent, pour ces robots-là, je pense que le plus de succès qu'ils ont, c'est quand ils font des grosses modifications à l'environnement pour que le robot fonctionne dedans. Ah. Mais il y a un temps où ton coût de modification d'environnement puis d'entretien un peu de tout ce gros système-là, ben tu refais le calcul. Maintenant, il y a quelqu'un comme PH qui arrive puis qui fait le calcul, ben il dit, mais t'es genre 8 fois plus cher que juste d'engager du monde pour amener ton warehouse, par exemple. Fait que en ce moment, peut-être les systèmes coûtent un peu trop cher pour ça. Ouais. Puis, ben, ça m'a fait penser quand tu parlais de ça. On a parlé des DARPA Challenge tout à l'heure. Ouais. Il y a eu des éditions, les premières éditions, c'était des voitures qui se promenaient dans le désert. Mais après ça, il y a eu une édition du challenge qui était des humanoïdes. OK. Il y avait une tâche à réaliser. Je pense que l'humanoïde devait ouvrir une porte, aller dévisser, fermer une valve, utiliser... Rentrer dans une voiture. Ouais, rentrer. Il y avait une séquence de tâches comme ça à réaliser avec l'humanoïde. Puis, juste ouvrir les portes, c'est drôle, là, sur Internet, il y a plein de vidéos là, des humanoïdes qu'au moment où ils rouvrent la porte, ils se mettent à... Ils font le même mouvement que la clé. Ouais, C'est la tune de Penny Hill. Là. C'est ça la soundtrack. Là. On vous l'enverra. On va la mettre en show notes. Oui, c'est super drôle. Mais il se trouve que c'est ce challenge-là, l'équipe qui a gagné, à la place de se déplacer en marchant, ce que le robot faisait, c'est qu'il se mettait à genoux, puis il y avait des petits trous sur ses genoux qui lui permettent de se déplacer. Fait que, encore là... Il a craqué un peu il a hacké le truc, là. C'est légal. Fait que ça revient, le moyen de se déplacer le plus simple, puis le moins... qui consomme le moins d'énergie, c'est clairement se déplacer avec des roues. OK. Fait que là, Capitaine Musk, là, avec ses robots, là, il a fait un show-off, là, il y a une couple de mois déjà, là. C'est pas demain la veille, là, tout de suite, là, nécessairement. Tu voulais-tu dire quelque chose? Non, mais... ben, en fait, je peux juste dire... Ben, tu sais, on parlait, sans parler de Musk World, mais tu sais, on parlait des robots chiens. Tu sais, ça avance, mais au début, la première question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ouais, c'est ça aussi. Tu sais, c'est cool de le voir marcher, puis de faire une belle manœuvre, puis qu'il peut danser. Là. Là, ouais. Il va faire deux petits mouvements, tu le trouves bien cute, mais après ça, qu'est-ce qu'il fait? Là? Qu'est-ce qu'il t'apporte? Qu'est-ce qu'il réalise? Fait que, tu sais, c'est encore beaucoup dans ces étapes-là. Le humanoïde, on est une couche au-dessus, puis juste pour ramener la complexité, tu sais, il y a des tâches à grande valeur ajoutée, des tâches à moins grande valeur ajoutée, mais des fois, on parle des enjeux de société, les travailleurs, mettons, dans les champs.
On dit, hey, il y avait l'idée qui flirtait, on a vu des articles qui disaient, hey, ça prendrait des robots. Parce qu'on a travaillé aussi, on a vraiment analysé le monde de l'agriculture. Des robots cueilleurs de fraises. Là, tu pensais, ah ouais, ça serait hot, le robot, il arrive, puis il est à quatre pattes, tout. Mais juste réfléchir, là, le process là, de regarder, il y a une fraise, elle est mûre, pas mûre, je prends mon bras, toutes les, Pas la squisher. la prendre, mais Ouais. pas la rendre en jus. Ouais, La, pas l'effoirer. sentir, juste arracher le pédoncule, pas arracher la moitié de la fraise, la mettre dans un casseau, puis le vendre 3 piastres. Fait qu'il y a tellement de choses que l'humain est vraiment, vraiment bon Mhm. que d'arriver technologiquement à puis les humanoïdes, il y en a beaucoup en ce moment, je pense que c'est encore un squelette, mais il va falloir travailler sur le cerveau. Il va falloir travailler sur. Il peut y avoir plusieurs moteurs, plusieurs systèmes, mais d'avancer, puis là, oui, il y a l'IA, il y a plein de choses. Ouais. Mais c'est vraiment complexe. Fait que de dire si tu sabotes la moitié d'un champ de fraises parce que puis la moitié, ça serait excellent. Ça serait vraiment excellent. Là. Avant de dire tu retrouves des rendements similaires à, on va dire, des travailleurs bon marché, on est, je pense, quand même loin. Là. Puis peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, vous viendrez dire il ne savait pas de quoi il parlait. Mais c'est plus qu'on va dire, on va sur le terrain, plus qu'on regarde ça, on fait holy shit. Ouais, ça va. Il y a vraiment chaque petit détail qu'on prend pour acquis dans nos vies, qu'on est capable de faire sans réfléchir. Ben, le robot, lui, il doit le programmer. Ça. Énorme complexité derrière Ouais, tout c'est ça. Mm. Fait que Euh, c'était ça, là. Ouais. Sans ouvrir une grosse boîte de Pandore, là, mais la place de l'AI dans tout ça, la place de. Ça prend quelle place dans la conduite autonome? Donc, on parle d'une surface d'une surface algorithmique, mais toutes les algos d'AI qui sont en vogue en ce moment, l'apprentissage profond puis tout ça, ça prend quelle place? Ouais, c'est drôle. Un matin, on parlait dans l'auto avec PH de faut toujours ramener ça à des problèmes ou des innovations versus des outils. L'AI demeure un outil pour arriver à un niveau effectif. Là, en ce moment, on parle de l'autonomie pour donner des outils à des travailleurs, rendre des industries plus efficaces, plus sécuritaires. Ben, l'AI, c'est clairement un outil à haute pertinence pour se rendre plus rapidement là. Mhm. Fait que quand tu développes un stack de navigation autonome pour un véhicule, ben, tu as plein de problèmes à régler. Tu as des catégories d'algorithmes. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on peut y aller plus tard si vous voulez. Mais un certain de ces problèmes-là, c'est d'interpréter ce que tu as devant toi. Puis ça, l'IA est extrêmement fort pour faire ça. Interpréter une image, dans le fond. Ouais, interpréter Ultimement, un environnement dans lequel il est, du texte, Ouais. du son qui est autour du véhicule. Il y a beaucoup de choses que créer un algorithme qui est comme un set de règles qui va vraiment faire en sorte que ce que tu comprends, tu vois là, tu le comprends bien. C'est sûr, c'est le fun parce que c'est certifiable instantanément, mais c'est très complexe d'aller trouver les 1 million de edge cases possibles avec ton algorithme. En fait, même à date, ça n'a pas encore été fait. Puis l'AI, en ce moment, c'est l'outil qui amène le plus loin en ce moment là, vers ce problème-là. Il y a un gros push là, dans la littérature scientifique pour utiliser l'AI pour que le véhicule soit capable d'être autonome sur des vraiment longues distances dans des environnements complètement inconnus. Ouais. Par contre, je ramène un peu à la notion de hype puis la notion de bulle. Mettons qu'on est honnête, on le vit un peu dans l'AI aussi. Là, on vit un moment très charnière, une transition puis un changement de paradigme énorme dans toutes sortes de facettes de nos vies qui s'opèrent avec l'AI, mais on surestime, selon nous, peut-être un petit peu tout ce qu'on peut faire avec l'AI. Parce que là, la notion de ChatGPT Drive My Car, ou je vulgarise ça au maximum, là, mais disons end-to-end AI, là, c'est vraiment une intelligence généraliste qui va être capable de naviguer avec tous les véhicules, tous les robots humanoïdes, tous les drones dans le monde. T'as-tu dit end-to-end AI? Ouais, end-to-end, ça veut dire de bout en bout. de là. bout en bout, c'est l'AI qui va gérer ton système. Ouais. Cette espèce de notion-là, puis on l'entend souvent là, de plusieurs personnes qui parient activement que c'est ça qui va arriver. Nous, notre opinion, c'est qu'on s'emballe un petit peu. C'est un outil qui fait encore avancer la tech plus loin, mais imagine que c'est ChatGPT qui conduit ton auto ou ton véhicule industriel qui coûte 5 millions, puis qui l'envoie dans le clou. Ouais. Tu trouves ça drôle quand tu génères une image, puis la personne a 6 doigts sur l'image sur ChatGPT, puis tu l'envoies à tes amis, puis il n'y a pas grand conséquence. Mais si c'est un véhicule qui crache ou qui peut causer un accident, les conséquences sont tellement plus élevées qu'il faut que tu l'utilises aux bons endroits, ton AI. Mettons. Il faut que tu sois capable de back-checker puis qu'il y ait moins de conséquences s'il y a un échec. Fait que je ramène
initialement, c'est un outil exceptionnel, ça va vraiment nous faire avancer. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes parce que le problème est trop complexe. Puis il va coûter trop cher à faire juste en un. Ouais. C'est un peu ça. Veux-tu ajouter quelque chose là-dessus? Ça fait le tour, il n'y a rien qui me vient en tête. Fait que, tu sais, la notion, parce que j'adore la notion de end-to-end AI, ça veut dire qu'il y a des gens out there qui pensent que là, éventuellement, ça va être ça, le Holy Grail, ça va être ça, l'étoile du Nord, il faut viser du end-to-end AI, mais tu sais, Ouais. on n'est pas nécessairement là présentement. C'est un outil dans tous les chiquiers des outils disponibles actuellement, mais que ce soit juste ça qui drive tout le véhicule autonome, pas de suite, là. Tu sais. Non, mais il y a des gens qui. Ah, c'est bon. Non, excuse. Ben, ça m'a fait penser à quelque chose aussi. C'est bien que tu fasses la distinction aussi. Des fois, on dirait que dans l'imaginaire des gens, AI égale robot. Ouais. C'est deux choses complètement Ouais. différentes. Mm. Tu sais, un AI peut très bien exister sans actuateur, sans moteur. Puis inversement, un robot peut être quasi autonome sans l'utilisation d'AI du tout, là, Mhm. juste avec des algorithmes. Mhm. Donc, la distinction est vraiment importante. Yes, Pierre. Je veux parler de tech. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est quelque chose, puis tu sais, moi, le premier, tu sais, en rentrant, mettons, en robotique, l'extérieur, c'est AI, next big thing. Ouais. Clairement, ça arrive, mais juste en comprenant un peu plus, mettons, la différence entre le côté algorithmique et AI, puis nous, c'est là où on veut combiner, mais pas uniquement statuer sur une. Tu sais, l'AI, au final, c'est que tu rentres plein de données dans une boîte noire, puis au final, il y a une décision qui est prise. Mais tu ne contrôles pas la décision. Puis même si tu augmentes drastiquement tes données, ben, il y a toujours une insécurité. Fait que même si 0,001% des chances, ben, si tu fais ça pendant 24/7, pendant 5 ans, il va arriver un problème. Puis si le problème, c'est accrocher une feuille, c'est peut-être pas grave. Mais si c'est, comme Dominique disait, renverser un véhicule qui vaut 5 millions, accrocher un humain au lieu de passer dans le chemin, ben là, c'est ça. Puis là, c'est le manque de données, c'est plein de choses. Fait que, c'est pour ça que ça fait partie d'un tout. Fait que le 100%, ben, nous autres, ça fait peur. Quelqu'un qui dit, oh, oui, non, le système va toujours rouler 100% AI d'un côté industriel. Watch out. On n'est C'est pas parce là. que, tu sais, la loi de Murphy, là, tout ce qui est susceptible de mal arriver ira mal, là, on est dedans. Là. Tu sais, parce que c'est des probabilités. Dans ce cas algorithmique, ben, tout est prévu. Tous tes outcomes, on va dire, sont codés, sont développés. Fait que, Ou du moins, c'est vraiment quelque chose que tu l'expliques très bien. Puis je rajoute un dernier petit bout. Du moins, tu es capable d'estimer quand que ça va pas bien. Ouais. Tu es capable d'avoir un autre algorithme en parallèle qui est l'observateur qui dit hey, t'es en train de virer fou, calme-toi. Tandis que l'IA, ben, des fois, tu le vois pas assez bien. Il hallucine, puis personne ne dit qu'il hallucine. lui, Ben, il c'est est ça. convaincu qu'il a la bonne Tu décision. sais qu'il a halluciné, mais peut-être un petit peu trop tard. Tandis qu'avec l'algorithmique, tu peux le comprendre un petit peu plus early dans le pipeline. Là. Ouais, c'est mon C'est fait. ça. Puis, tu sais, même, tu sais, des fois, on a l'impression qu'il y a un double standard. Là. On se dit, des humains qui conduisent une voiture vont faire des accidents eux aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'algorithmes qui conduisent parfaitement si les humains font aussi des erreurs? Mais la différence, je trouve, en tout cas avec les AI, c'est que les humains, quand ils s'enlignent pour faire une erreur, ils sont pas certains de ce qu'ils sont en train de faire. Souvent, ils prennent une chance, ils savent que c'est peut-être pas la bonne chose, mais ils essayent quand même. Il y a une conscience un peu. Ouais, c'est ça. Un AI, des fois, va foncer dans le clos, puis il va continuer d'avancer. Ouais, là, la tu pédale sais. dans le gaz encore. Là, Ouais, c'est ça. Je gaz au fond, je continue dans le clos. genre. C'est mon clos. C'est C'est ça. la bonne route. C'est un peu là la différence. C'est le niveau de confiance, comme Dominique disait. Là, souvent, ils vont surestimer la confiance, même si, en fait, ils sont en train d'halluciner. Ouais, c'est ça. Très cool. On a d'autres questions, nous autres, Joe? Non, ben en fait, c'est ma question, puis il l'a fait avant même Quand que je la pose. Fait que c'est merveilleux. Désolé. C'est. Mettons qu'on rappe tranquillement, puis qu'on regarde, y a-tu qu'est-ce qu'on aimerait, mettons, que quelqu'un qui écoute retienne un peu de la conduite autonome? Mettons qu'on regarde ça, le live, là, tu sais, oui, le portrait actuel, mais votre take sur ça, qu'est-ce qu'on retient de ça, là, de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, selon vous? Ben, je pense que, de mon côté, là, je trouve que c'est vraiment une technologie qui a beaucoup de potentiel, puis qui a évolué extrêmement rapidement dans les dernières années, surtout grâce à tout l'investissement qui a été fait, tous les efforts scientifiques qui ont été mis là-dedans. Je crois que c'est pas demain qu'on va les voir partout sur nos routes. Il reste encore du travail à faire. Mais plus ça va aller dans les prochaines années, plus il va y avoir des cas où on va en voir. Tu sais, ça va y aller doucement, tu sais, un petit peu à la fois. Puis plus ça va aller, plus ça va prendre la place.
Mais il va falloir être patient si on veut les voir partout sur nos routes. Ouais, c'est ça. Carrément. Ouais, je suis ce que tu dis. Sur les routes, par contre, je pense que quand même rapidement dans nos industries, on va en avoir de plus en plus. Il y a un appétit là, qui commence à grossir pour ça. Puis la robotique, ça coûte très cher. Là. Je pense que c'est un des take-home messages qu'on dit. C'est un défi significatif à mettre en opération dans une industrie. Ceci étant dit, il y a certaines industries qui n'ont pas assez d'attention, sur lesquelles on concentre pas assez d'énergie pour régler les problèmes, mais dans lesquels on peut créer tellement de valeur avec ces technologies-là. Fait que c'est peut-être des fois d'être un petit peu créatif ou de regarder des opportunités peut-être un petit peu moins sexy que l'autonomie routière, là, qui est vraiment cool, qui est très science-fiction, mais qui vont avoir des impacts tellement énormes dans des industries piliers de notre société. Pour nous, notre opinion, c'est que c'est là qu'il faut mettre le maximum d'attention. Puis ça sera pas juste nous, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de problèmes à régler. Puis dans notre take-home message, c'est que c'est un problème tellement complexe que c'est quelque chose qui se règle en mode collaboratif. Fait que, je ramène un peu ça. Si on est capable de se mobiliser puis de construire ensemble, trouver une façon de collaborer puis d'avoir des morceaux de solutions ensemble, puis qu'on est capable de les connecter, puis de se concentrer sur ce quoi on est tous bons, peut-être qu'on est capable d'attaquer le problème d'un autre angle qui n'a jamais été fait encore, puis qu'on est capable de se démarquer, puis d'aller, tu sais, on a le tissu industriel, on a plein de belles expertises ici. Fait que petit take-home message, non seulement, mais on pense que dans le domaine hors route, ça va s'en venir quand même dans un futur moyen terme, disons, du moins des success stories. Ben, peut-être aussi que ça va venir de plus proche qu'on pense. Peut-être aussi qu'il va y avoir un effet de mobilisateur plus proche de nous qu'on anticipe. C'est pas juste à San Francisco que les grosses affaires se brassent. Là. Il y a de la belle expertise ici aussi là, qui va attaquer ces problèmes-là. C'est ça qu'on observe. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Mot de la fin, toi, pour toi, Pierre-Hugo, aussi, si tu peux rajouter. Ouais, ben, un peu la même chose que Dominique, c'est un peu une mission qu'on se donne dans Tessellate, puis en fait, la genèse de Tessellate, c'est un peu ça, c'était l'expertise de Simon-Pierre Dominique qui ont avancé la science, comment qu'on peut l'amener sur le marché, mais comment le faire justement ensemble, tu sais. Il y a des bons cerveaux au Québec, puis on est mieux placé pour comprendre notre réalité ici. La neige, des gels, il y a plusieurs choses qui se passent pas ailleurs. Donc, tu sais, au lieu de travailler pour des multinationales pour le faire, pourquoi pas créer ce pôle-là? On le voit de plus en plus. Il y a une synergie qui veut s'installer, puis justement, il y a des industriels qui veulent s'impliquer pour le créer. Fait que, on ouvre la porte, là, s'il y a des gens qui ont des idées, veulent le faire, veulent s'impliquer, partir leur business, attaquer un autre problème. Nous, on veut contribuer à mettre ça en place. On ne veut pas dominer le pôle de navigation autonome au Québec. Loin de là, mais on veut contribuer à le mettre en place parce que ça va prendre un écosystème pour que ça existe. Puis on pense qu'il y aurait tout pour le faire. Fait que. Comme Simon dit bien, il y a de la place pour tout le monde au soleil. Oh, exact. Puis les compétiteurs sont pas proches, ils vont être à l'international. Il y en a d'autres qui sont en train de se bomber le chest au sud, là. Fait que c'est à nous de faire notre place. Hein. Exactement. Très cool, très cool. On crée un nouveau marché ici, là, une nouvelle place, tout est à créer là, officiellement. Moi, je trouve ça génial. Mot de la fin, Joe? Ben, moi, je trouve que c'est un super beau wake-up call dans le sens où, quelque part, moi, pour être un gars qui a toujours, je pense très loin, tout ça, je trouve ça bien parce que je pense que vous m'avez ramené à terre un peu. Ouais. On est plate, là. Non, mais c'est parfait. Je veux dire, vous êtes mieux placé que quiconque pour le faire. Fait que, je vous écoutais, puis clairement, vous maîtrisez à 100% ce que vous dites, là, puis aucun doute là-dessus que vous êtes assurément très, très crédible. Fait que je trouve ça bien. Fait que, ça fait comme calme-toi et nerf, Joe, un peu. Et sinon. Et sinon. Fait que, mais c'est cool. Puis en même temps, ben, c'est excitant quand même de voir ça. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis bravo d'essayer de prendre cette forme de leadership-là pour faire en sorte là, qu'ici, là, on continue de pousser là-dedans. Yes, merci. Moi, j'ai trouvé que vos takes étaient bons, honnêtement. Tu dis que vous étiez, mettons, vous surestimiez un peu le potentiel là où on était rendu, mais je trouve que c'était quand même down to earth. Qu'est-ce que vous nous disiez? T'es trop gentil. OK, d'abord. On a vu mieux. All right, merci les gars. Fait que vous allez pouvoir braguer dès demain matin ou dès la sortie de cet épisode-là comme étant les premiers invités officiels du podcast Intersection. Fait que un gros merci d'avoir pris le temps avec nous autres. C'est un honneur d'avoir été avec vous. Félicitations pour votre podcast. Puis,
continuez, on lance des projets tout en parallèle. Ah, ok. Yes. C'est vraiment inspirant de vous voir aller. On est tous motivés. Merci beaucoup. Yes. À bientôt. Salut. Merci, là. Merci. Salut.